n'y a pas besoin de pousser des cris d'hystérique. Non, il ne faut pas avoir peur de sortir de l'euro. Si vous voulez savoir pourquoi il ne faut pas avoir peur, et pourquoi même il faut sortir de l'euro, et que nous avons beaucoup d'intérêt en la matière, je vous invite à venir écouter la conférence que je donne. Je vous présenterai brièvement M. Asselineau, dont nous avons l'honneur d'accueillir à l'Université Paul Valéry. M. Asselineau est actuellement inspecteur général des finances, ancien de l'ENA, ancien d'HEC. Il dispose d'une solide expérience en matière politique, puisqu'il a été directeur Madame la ministre Françoise de Panafieux, notamment, ministre du Tourisme à l'époque, mais également il a parcouru d'autres cabinets, et il est également enseignant à l'école de management Léonard de Vinci. Et c'est dans ses qualités de conférencier qu'il est venu nous proposer un petit peu ses analyses tout à fait pertinentes sur la construction européenne, et qui, je l'espère, proposera à votre sagacité une richesse et des réactions et des questions pour la suite, car après son intervention, nous ouvrirons un débat avec la salle afin de susciter encore plus de réflexion. Je vous remercie. Monsieur Asselineau, je vous laisse la parole. Merci Camille Ricot, merci Arnaud Richard pour votre invitation. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être venus en un samedi après-midi ensoleillé pour venir écouter une conférence sur un sujet qui est un sujet, je crois, d'importance, puisqu'il s'agit tout simplement de... excusez-moi. Il s'agit voilà, de la question « Pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ?» Alors, je voudrais tout d'abord remercier donc, les organisateurs de cette réunion qui renoue, je crois, avec ce que l'université en général et l'université française en particulier ont de meilleur, c'est-à-dire la faculté de raisonner et de réfléchir sans œillères. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que les idées que je développe, certains d'entre vous peut-être les connaissent, sont des idées qui sont considérées comme iconoclastes, peut-être même hétérodoxes, dans la situation française actuelle. J'ouvre un débat qui, en fait, est interdit d'antenne, interdit de médias, de radio, de télévision, de tous les grands médias de masse interdisent ce débat. Et donc, en réalité, eh bien, je crois que cette conférence ici à Montpellier, ça me fait penser, j'en parlais tout à l'heure en déjeunant, au fait que l'université de Montpellier est l'une des plus vieilles universités d'Europe, je crois, en tout cas de France, en matière de droit. Et je pense que c'est renoué un peu avec l'esprit du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'esprit des Lumières contre le dogme. Alors pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ? Eh bien, nous avons affaire en fait à une situation actuelle en France, comme d'ailleurs dans l'ensemble des pays d'Europe, où vous êtes constamment confrontés à ceci. C'est-à-dire que nous vivons dans une espèce de bain médiatique, d'univers médiatique, où on vous assène, j'allais dire, de la naissance, du berceau jusqu'à la tombe, que l'Europe, c'est nécessaire pour éviter de nouveaux Verdun, l'Europe, c'est la paix, l'Europe est inéluctable, l'Europe sert à faire contrepoids aux États-Unis, l'Europe pour protéger contre la mondialisation, l'euro c'est la croissance, la France est trop petite pour le monde contemporain, enfin vous connaissez tout ceci. Ça c'est l'univers médiatique dans lequel nous sommes et sur lequel je pense qu'il convient de s'interroger maintenant. La première chose que je voudrais regarder avec vous, c'est d'abord faire un petit rappel. Un petit rappel parce que les Français sont en fait assez... comment dirais-je, ne connaissent pas quels sont les pouvoirs qui ont été dévolus à l'Europe. On a procédé au cours des 30 dernières années, ou plus exactement des 54 dernières années, depuis le traité de Rome du 25 mars 1957, on a procédé à ce que l'on appelle des transferts de souveraineté. Et en réalité, les gens ne savent pas très bien ce que ça veut dire un transfert de souveraineté. Un transfert de souveraineté, ça veut dire tout simplement qu'on vous a pris votre pouvoir, le pouvoir collectif que nous avions, pour le donner à une entité. C'est quelque chose de pas tout à fait banal. Si je prends un transfert de souveraineté, par exemple, à monsieur, ça veut dire, s'il m'accorde le transfert de souveraineté sur la gestion de son compte bancaire, ça veut dire que désormais, c'est moi qui gérerai son compte, qui déciderai des dépenses et des recettes, et ce n'est plus lui. C'est quand même quelque chose de très important, un transfert de souveraineté. C'est en fait une cession d'un pouvoir souverain.
et transfert de souveraineté qui prétend être irréversible et inéluctable. Donc quels sont les pouvoirs? C'est la première chose qu'il faut que l'on voit ensemble pour bien comprendre la situation. C'est qu'en fait, l'Union européenne, il y a 4 volets. L'Union européenne possède une compétence dite exclusive, c'est-à-dire que les États n'ont plus leur mot à dire et sont obligés d'obéir. Quand je dis les États, c'est-à-dire les électeurs, c'est vous et moi. Donc ils sont obligés d'obéir sur l'union douanière et la politique commerciale commune, qui a été volée aux Français, enfin volée, transférée à partir du traité de Rome de 1957. Ça veut dire quoi, ce jargon de technocrate? Mais ça veut dire très clairement que toutes les questions qui concernent la protection douanière, la protection contre l'afflux massif, par exemple, de produits fabriqués en Chine ou en Inde ou dans les pays émergents et qui ruinent des pans entiers de notre industrie, eh bien tout ceci, ce n'est plus les Français qui peuvent en décider, c'est un commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales. En d'autres termes, nous nous trouvons devant cette situation où, on va le revoir en 2012, on voit se présenter au suffrage des Français des candidats à la présidence de la République, quel que soit le parti politique d'ailleurs, de droite comme de gauche, qui vont prétendre lutter contre les délocalisations alors qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir d'imposer, par exemple, des règles de protection douanière. Les seuls qui ont désormais ce pouvoir, c'est un commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales et qui doit par ailleurs tenir compte des intérêts de 26 autres États. On aura l'occasion d'en reparler. Le deuxième sujet sur lequel l'Union européenne possède une compétence exclusive, c'est l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ça c'est le jargon européen. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, par exemple, que la privatisation et le démantèlement des services publics, la privatisation rampante, subreptice, mais qui avance, d'EDF, de GDF, de la SNCF, de la Poste, tout ceci est décidé par Bruxelles. Et les Français, que cela leur plaise ou ne leur plaise pas, sont obligés d'obéir. Et que vous votiez pour M. Sarkozy, Mme Royal, ou Mme Buffet, ou M. Laurent, ou M. Strauss-Kahn, ou M. Fillon, ou toutes les personnes qui entendent rester dans le cadre actuel, c'est-à-dire toute la classe politique française, eh bien, en réalité, ne pourront rien au fait que nous allons privatiser la Poste, la SNCF. Le troisième élément, c'est la politique monétaire pour les États dont la monnaie est l'euro. Vous le savez, nous n'avons plus le franc. Nous avons une monnaie qui est partagée avec 16 autres États, 17 États des 27 dont désormais on rejoint l'euro. À terme, il devrait y en avoir 25 sur 27 puisqu'il n'y a que 2 États qui, au moment de la ratification du traité de Maastricht, ont obtenu une clause, enfin ont demandé et obtenu de leurs partenaires une clause d'exemption, ce qu'on appelle une réserve dans le droit des traités. C'est l'Angleterre, le Royaume-Uni et le Danemark qui ont donc annoncé à l'avance qu'ils ne rejoindraient pas l'euro, mais tous les autres États ont ratifié le traité de Maastricht sans réserve et donc ont souscrit à cette monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt, la gestion du taux de change externe de la monnaie, ce dont découlent toutes les grandes orientations de politique économique, y compris les règles budgétaires, puisque le pacte de stabilité et de croissance qui est associé au traité de Maastricht fixe des contraintes budgétaires, que tout ce qui concerne donc la croissance, le niveau de vie, l'emploi, le chômage, tout ce qui est au cœur de la vie quotidienne des Français, les décisions en sont prises par des autorités extérieures qui sont celles de la Banque centrale européenne, une banque dite indépendante, et en tout cas dans laquelle les intérêts français ne sont que l'un des 17 intérêts nationaux. Ça veut donc dire que sur tous ces sujets dont vous voyez bien qu'ils sont au cœur des problèmes politiques français, sont donc traités par des instances où les Français n'ont plus leur mot à dire, quelle que soit la personne qu'ils éliront à l'Élysée. Le quatrième point, il est presque anecdotique, c'est la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Je dis presque anecdotique parce que lorsque vous avez, comme c'est mon cas, des attaches avec certaines zones, maritimes françaises, je pense notamment au Finistère, eh bien, vous voyez que la plupart des ports de pêche français sont en train de fermer et de se transformer en stations balnéaires espagnoles avec des galeries d'art. Le deuxième volet de l'Union européenne, c'est une compétence dite partagée. C'est un euphémisme,
C'est un euphémisme qui signifie que là aussi, les États, en réalité, c'est-à-dire les électeurs, n'ont plus leur mot à dire, sauf sur des mises en œuvre tactiques de stratégies définies par ailleurs. La stratégie, les grands choix stratégiques, les grandes orientations sont prises par l'Union européenne et les États ne peuvent agir qu'à la marge. Alors là, nous avons une quantité tout à fait considérable de sujets. C'est le marché intérieur, c'est la politique sociale pour de très nombreux aspects, en particulier les retraites. Les retraites, la réforme des retraites en France a été décidée par l'Union européenne en 2002. Donc les Français qui sont allés défiler dans la rue à la demande de la CGT, de la CFDT, de l'UNSA, de la FO, etc., en fait, on leur a fait faire des ronds dans l'eau pour les calmer. Parce que de toute façon, les décisions sont prises. Les décisions sont prises, je n'ai pas l'occasion d'en parler dans cette conférence, mais je en parle dans d'autres. Ça a été pris notamment par le rapport de 2002, qu'on appelle le rapport de M. Klaus-Regling, qui était directeur général des affaires économiques, dans ce que l'on appelle les grandes orientations de politique économique, les GOP, donc, qui ont été fixées en 2002 pour la France. Augmentation de l'âge du départ à la retraite, augmentation de la durée de cotisation, tout ceci, désormais, ça échappe à la volonté des Français. Et au passage, on aura l'occasion peut-être d'en parler dans les questions, les syndicats français sont de mèche avec tout ce système, puisque tous les syndicats français appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui est financée par la Commission européenne. Donc les syndicats participent d'un théâtre, d'un jeu de rôle, d'un théâtre de Guignol, où l'on dit aux Français d'aller critiquer Sarkozy. Je ne suis pas là pour défendre M. Sarkozy, mais on dit d'aller critiquer Sarkozy, alors que Sarkozy n'est en réalité tout simplement qu'une courroie de transmission de décisions qui sont prises ailleurs. Tous les syndicats français sont exactement devenus ce que l'on appelait au XIXe siècle des jaunes, c'est-à-dire qui travaillent pour les patrons qui les payent. Alors il faut y ajouter à ceci la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture, il faut y ajouter l'environnement. Je me permets d'insister par exemple sur le fait que c'est bien l'Union européenne qui a imposé aux Français les OGM. Les sondages en 2006 montraient que 86% des Français ne voulaient pas d'OGM. C'est l'Union européenne et la Commission qui ont imposé l'introduction des OGM en France sous astreinte, il faut le savoir, 168 800 € par jour de retard dans la transposition en droit français des directives européennes. Donc 160, ça veut dire 1 million de francs lourds par jour de retard. Le gouvernement français, quel qu'il soit de droite ou de gauche, était obligé d'imposer la culture des OGM. La protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie, notamment la privatisation de l'énergie et actuellement ce scandale que représente l'ouverture du marché du gaz en France à des grands opérateurs comme Goldman Sachs, par exemple, qui n'a rien à voir avec un opérateur du gaz, les questions de liberté publique, les questions de sécurité, la justice, l'immigration et les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. La justice est très importante puisqu'on est actuellement dans l'ignorance totale de nos concitoyens en train de mettre en place, de façon subreptice là aussi, un parquet européen avec des systèmes d'automaticité des extraditions qui sont contraires à tout ce que les démocraties au cours des 2 siècles antérieurs avaient défini comme protecteurs des libertés publiques et des libertés individuelles. Pareil d'ailleurs pour les questions de liberté publique. Pareil en matière d'immigration, qui est un sujet que l'on adore faire mousser dans les médias français pour diviser les Français, pour que les Français se disputent sur les questions d'immigration. Il faut savoir que tous les grands choix stratégiques depuis le traité d'Amsterdam ont été transférés à Bruxelles. Nous sommes dans un espace qui s'appelle l'espace Schengen, qui a été intégré dans le traité d'Amsterdam, de telle sorte qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui peuvent entrer ou sortir du territoire national sans contrôle. Il faut savoir que, par exemple, sur l'affaire des Roms qui a eu lieu il y a quelques mois, vous vous rappelez peut-être qu'avait défrayé la chronique, sans prendre parti sur le fond, on peut être pour ou on peut être contre. Ce qu'il faut savoir, c'est en tout cas que la décision du gouvernement français a fait l'objet a été transférée, déférée par la Commission européenne, par Madame Viviane Reding, commissaire chargée de la justice, à la Cour de justice des communautés européennes pour condamner la France dans ces affaires. De la même façon qu'il faut savoir que la politique officielle de la Commission européenne a été de créer, sur le modèle de la Green Card américaine, dans la carte verte, on a créé une carte bleue, puisque les institutions européennes
sont en permanence en train de faire un copier-coller des décisions américaines, eh bien, la green card, la carte bleue européenne, consiste à aller faire son choix dans les pays du Sud pour faire venir de l'immigration de travail en prenant les diplômés des pays du Sud. C'est un réflexe de négrier qui consiste à aller vider de leur substance les pays du Sud qui seront d'autant moins à même de se développer qu'on leur aura justement pris leurs élites. À ceci s'ajoute donc, c'était ma présentation, il s'agit donc de presque tout, que ce soit les OGM, les vaccinations massives, la privatisation d'EDF, GDF, la précarisation de l'emploi. On a fait défiler les Français pour protester contre le CPE de M. de Villepin, mais si c'eût été à la place de M. de Villepin, M. Strauss-Kahn, ça n'aurait pas été le CPE, les socialistes auraient inventé un autre mot. Ils auraient inventé, par exemple, le contrat solidarité-embauche, ça aurait été le CSE ou le contrat NS, le contrat nouvelle solidarité. Mais tout ça, ce sont des jeux de packaging. Le contenu eût été le même. Pour les fusions et acquisitions entre entreprises, la préservation de l'environnement, les mandats d'arrêt internationaux, les fonds structurels régionaux, l'immigration, tout ceci est très largement décidé par Bruxelles et les élus nationaux français que vous élisez, aussi bien le président de la République que les députés, n'ont, dans le meilleur des cas, qu'une très faible marge de manœuvre. Le troisième volet, ce sont les compétences où là, l'Union européenne n'a qu'une compétence dite de coordination. Donc ce sont les seuls sujets sur lesquels il y a encore une marge de manœuvre importante qui est laissée aux États. Mais ce sont des sujets qui sont en attrition, comme on dit, c'est-à-dire en diminution. Lesquels sont-ils? La protection et l'amélioration de la santé humaine. Il y aurait beaucoup de choses à dire. L'industrie, du moins, pour ce qu'il en reste, puisque toutes les grandes décisions en matière économique ont été, comme je vous l'ai dit, volées aux États nationaux. La culture. Donc effectivement, le ministre de la Culture peut organiser des expositions sans que Bruxelles n'y mette son nez. Le tourisme, l'éducation, qui reste de compétence nationale, mais avec quand même des orientations européennes, puisqu'il faut réformer les manuels scolaires pour expliquer en réalité, pour reconstruire l'histoire ancienne, pour expliquer que nous avons tous été des Européens qui s'ignoraient. La formation professionnelle, la jeunesse, le sport, la protection civile et la coopération administrative. Vous voyez que ce sont des sujets, j'allais dire, je ne veux pas être offensant, mais ce sont des sujets qui sont quand même d'un second ou d'un troisième ordre par rapport aux sujets principaux qui ont été pris par ailleurs et qui sont désormais dirigés par l'Union européenne. Puis le quatrième volet, c'est la politique européenne de sécurité et de défense, définie par le traité de Lisbonne, que l'on appelait la PESC, la politique européenne de sécurité étrangère, dans le cadre du traité de Maastricht. Le traité de Lisbonne, qui a succédé à la Constitution européenne, a considérablement renforcé la forme et le contenu de ces orientations générales, avec un chef de la diplomatie de l'Union européenne qui a été confié aussitôt à une baronne travailliste, Madame Catherine Ashton of Upholland, dont je reparlerai tout à l'heure, mais qui est ultra-atlantiste. Donc nous sommes pilotés au niveau européen par une diplomatie et une stratégie militaire qui sont de nature atlantiste. Alors, tout ceci pour dire l'essentiel de nos lois et de nos règlements, dans leurs aspects stratégiques, sont des simples transpositions des directives européennes. Il y a des débats, est-ce que c'est 60%, 80%, 90%? Ça ne sert à rien de débattre. En réalité, parce que ça dépend ce qu'on compte. Est-ce qu'on compte toutes les lois? Il y a des lois tout à fait anodines, par exemple pour réglementer, l'activité en dehors de la navigation sur des fleuves. Tout ça sont des choses qui sont tout à fait anodines. Mais l'essentiel des règlements, des lois, dans tous leurs aspects stratégiques, sont des simples transpositions des directives européennes. Donc le président de la République, nos ministres, députés et sénateurs ne décident presque plus de rien de stratégique. Ça veut donc dire, je suis désolé de le dire de cette façon un petit peu brutale, mais il faut quand même, quand on est entre adultes, regarder les choses en face, que la République française n'est plus qu'un fantôme. Notre démocratie n'est plus qu'une apparence. Nous jouons sur les mots. L'article 4 de la Constitution française prévoit que tous les partis politiques doivent respecter deux grands principes fondamentaux. C'était la Constitution de 1958. Le premier, la démocratie, le deuxième, la souveraineté nationale. Donc des partis politiques qui ont dirigé la France et qui ont abouti à transférer la souveraineté nationale pour toutes les affaires stratégiques à des entités étrangères, en fait, ont violé la Constitution.
L'UMP, le Parti socialiste, le MoDem, les Verts, etc., sont en réalité, si l'on veut bien regarder les choses en face, hein, alors je sais qu'on peut prendre un regard narquois, mais si on veut bien regarder les choses en face, ils sont inconstitutionnels puisqu'ils ont violé la Constitution française qui prévoyait justement que les partis politiques doivent respecter la démocratie et la souveraineté nationale. Ah, nous avons affaire ici à un grand secret qu'a révélé ce monsieur, parmi bien d'autres, mais je l'ai cité, il est mort il y a quelques semaines d'ailleurs. Il s'agissait de monsieur Tommaso Padoa-Schioppa. Vous ne le connaissez pas, puisque nous sommes dans un univers où il paraît qu'on est tous européens, mais tout le monde se fiche éperdument de ce qui se passe en dehors de France. Hein. Il n'y a que moi qui m'intéresse à ce qui se passe en dehors de France. Monsieur Padoa-Schioppa, c'est un Italien qui a eu beaucoup de diplômes. Il a été diplômé du Massachusetts Institute of Technology, du MIT, de l'université américaine de Harvard. Il a été président du comité directeur du Fonds monétaire international. Il a été membre du directoire de la Banque centrale européenne, de la BCE, et il a été de 2006 à 2008, je ne parle pas d'un ancêtre, il a été ministre de l'économie et des finances italien. Et il était, au moment où il a fait les déclarations que je vais citer, il était le président du think tank, c'est-à-dire du groupe de réflexion, mais du lobby très puissant, qui s'appelle Notre Europe, qui a été présidé et créé par Jacques Delors, par le français Jacques Delors, et dont Pascal Lamy, qui est à l'OMC actuellement, qui est un Français à l'OMC, est le président d'honneur. Donc il s'agit d'un des très grands responsables européistes. Vous ne le connaissez pas forcément, mais dans le milieu européiste, c'est quelqu'un de tout à fait important. Il a été interviewé dans une revue qui s'appelle la revue Commentaire numéro 87 de l'automne 1999. Excusez-moi, c'est pas une interview, c'était un article. Il a écrit un article qui s'appelle « Les enseignements de l'aventure européenne ». Et voilà ce qu'il écrit dedans. Il écrit « La construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. Elle s'est faite suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent bien l'histoire, le despotisme éclairé, ça nous ramène au XVIIIe siècle, ça nous ramène justement avant 1789. C'est-à-dire des personnes qui détiennent tout pouvoir et qui prétendent savoir mieux que les peuples ce qu'il faut faire. C'est exactement ce que l'on appelle une dictature. Les anciens, sous l'Antiquité, une dictature, c'était des gens qui dictaient la politique. Quand il y avait un danger pour la patrie, que ce soit à Athènes ou à Syracuse, on se tournait vers un dictateur qui était un expert, qui savait mieux que les peuples ce qu'il fallait faire. Et nous en sommes là. Nous en sommes ici avec donc le traité, avec le despotisme éclairé. Alors cette déclaration d'un homme qui sait de quoi il retourne, jette un regard, permet de jeter un regard sévère et en tout cas jette une lumière crue sur le traité, sur l'Union européenne dans sa version découlant du traité de Lisbonne, puisque l'article 1 bis, donc qui est tout à fait en tête du traité qui nous dirige, qui nous gouverne au niveau européen, est fondé, et c'est écrit ceci, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme. Donc vous voyez qu'on écrit dans le traité que l'Union est fondée sur les valeurs de liberté et de démocratie, mais que les insiders, comme on dirait en américain, c'est-à-dire ceux qui connaissent, ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui pilotent l'affaire, avouent discrètement qu'en réalité, c'est du despotisme éclairé. Donc l'Europe, c'est du despotisme éclairé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le traité sur l'Union européenne ressemble furieusement à la constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, où l'on présentait l'URSS comme un modèle de démocratie, et tout le monde, en dehors de l'URSS, tout le monde savait à quoi s'en tenir. C'est-à-dire que nous sommes face à des traités, à des textes dont le vocabulaire même est truqué. Le vocabulaire est mensonger. De la même façon que les gens qui sourient quand je dis que l'UMP ou le Parti socialiste sont inconstitutionnels parce qu'ils ne respectent pas la souveraineté nationale. La seule réaction que les gens m'opposent, c'est sourire. Mais qu'est-ce que c'est que ce sourire ? Les mots ont-ils un sens ou n'en ont-ils pas ? Alors, ceci, évidemment, a des conséquences de nature politique en France. Je parle ici de la France. Mais c'est pareil d'ailleurs dans les autres pays de l'Union européenne. Ça, ce sont les élections européennes en France, les élections au Parlement européen
depuis 1979, les premières élections au Parlement européen, jusqu'à 2009, celle de juin de 2009, il y a 1 an et demi, au Parlement européen. Vous voyez ici l'évolution des abstentions, votes blancs et nuls, à chacune de ces élections. En 1979, 42% d'abstention, vote blanc et nul par rapport à l'ensemble de la masse des électeurs, 45% en 84, 52% en 89, un léger déclin en 94, 50%, et on repart de l'avant, 56% en 99, 58,6% en 2004, 61,1% en 2009. Il est intéressant de croiser cette courbe avec l'évolution du pourcentage des députés français au Parlement européen par rapport à l'ensemble des députés. En 1979, nous étions encore dans une Union européenne à 9 États. Donc nous avions, les Français représentaient 20% du Parlement européen, les élus français. Et puis vous voyez qu'en 84 et 89, après des élargissements, nous étions tombés à 15,6%. On était légèrement remonté à 16,8% en 94 suite à l'adoption du traité de Maastricht qui avait augmenté le nombre de députés et qui avait augmenté un peu plus proportionnellement la part de députés français. Et puis depuis lors, avec les élargissements successifs, notamment à la Finlande, à la Suède et à l'Autriche en 95, et ensuite aux pays de l'Est, aux 10 nouveaux pays de l'Est, puis aux deux suivants qui sont la Bulgarie et la Roumanie, eh bien vous voyez que le pourcentage de députés français n'a cessé de baisser. Désormais, il y a moins de 10% des parlementaires européens qui sont des Français. Ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est que, comme vous le voyez, elles sont globalement en miroir. Elles sont globalement en miroir, c'est-à-dire que moins il y a de Français au Parlement européen, plus il y a d'élargissements, plus il y a d'États, et plus les Français se détournent de ces élections. En d'autres termes, plus le temps passe, plus l'Europe s'élargit, et plus les Français s'en désintéressent. D'ailleurs, à ce rythme, l'abstention devrait mathématiquement atteindre 100% dans 63 ans, ce qui veut dire qu'aux élections de 2074, il n'y aurait plus personne qui irait voter. Évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, disent les banquiers. Ceci, en tout cas, annonce, évidemment, pour quelqu'un qui aime la futurologie, ça annonce des soubresauts politiques majeurs. Parce qu'aux prochaines élections, donc, qui auront lieu en 2014, si l'on suit la courbe, la droite de régression linéaire, qui est en petit pointillé bleu à peine visible, ça veut dire que normalement nous serons aux alentours de 2/3 d'abstention en 2014. Ça veut donc dire que la légitimité même est atteinte au cœur. Les gens votent avec les pieds, plus personne ne va voter, ça veut dire que c'est quelque chose qui est imposé à un peuple rétif et qui n'en veut pas et qui ne s'y intéresse pas. C'est dommage de ne pas s'y intéresser, parce que, comme je l'explique souvent dans mes conférences, la construction européenne, en tout cas c'est ce que je vais essayer de démontrer, est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons une dictature qui s'impose par l'ennui et le désintérêt. Parce que c'est tellement barbant de s'intéresser aux questions européennes, c'est tellement ennuyeux, eh bien que les gens ferment les écoutilles, on préfère taper sur les guignols que l'on nous présente à la télévision, bien entendu. Alors, pour terminer ce point, je voudrais rappeler aussi un élément. C'est que on n'a jamais demandé aux Français, dans l'histoire, s'ils étaient d'accord avec tout ce processus. On ne le leur a jamais demandé. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour finalement, mettre fin, qu'on ferme la France, quoi. Que ça soit terminé, qu'on baisse le rideau de fer, ça soit terminé, finita, et on passe à autre chose. Ça rappelle furieusement la construction de l'Union soviétique, puisqu'il y avait eu une révolution en 1917, et ensuite on avait fait comme si tous les Russes avaient approuvé la construction du socialisme. Et on ne leur avait jamais demandé leur avis. Et puis lorsque tout ceci a explosé à partir de 1986, avec les opérations dites de Perestroïka et de Glasnost, c'est-à-dire de réouverture des débats, on s'est aperçu qu'il y avait une grande majorité de Russes qui en fait n'avaient jamais été d'accord avec tout ce qui se passait. Ah, c'est pareil. En France, il y a eu le traité de Rome en 1957 qui a été voté par des députés et sénateurs qui n'avaient eu aucun mandat de la part des électeurs pour faire ça. Et ensuite, on n'a jamais demandé aux électeurs français « Est-ce que vous êtes d'accord pour faire disparaître la France et vous marier avec des Lettons ?» On ne leur a jamais demandé.
Alors il y a eu 3 référendums en France, et 3 uniquement, qui ont concerné non pas le fond du sujet, mais des modalités. Le premier, c'est le référendum de 1972, qui a demandé aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark entrent dans la CEE? Notez bien qu'on n'a encore une fois pas demandé aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour que la France soit dans la CEE? On leur a demandé simplement, est-ce que vous êtes d'accord pour que ça s'élargisse? En 1992, 20 ans après, on leur a demandé, est-ce que vous êtes d'accord avec le traité de Maastricht, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord pour ce traité qui crée l'Union européenne et qui crée notamment l'euro? Et puis en 2005, on leur a demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une constitution européenne qui crée notamment un poste de président et de ministre des Affaires étrangères? Donc à chaque fois, on leur a demandé des détails, si j'ose dire, mais on leur a jamais demandé le fond du sujet. Alors quels ont été les résultats du oui à ces différents référendums en pourcentage des suffrages exprimés? En 1972, il y avait eu 68,3% des suffrages, 51,1% en 1992, et là, pour une raison qui m'échappe, le chiffre a disparu dans le transcodage avec cet ordinateur, et nous avons eu 46% de oui en 2005. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution négative. La zone rouge, c'est en dessous de 50%, et c'est de voir donc que depuis 2005, le processus est frappé d'illégitimité totale, puisque nous avons maintenant un pourcentage qui est inférieur à 50% des gens qui ont approuvé la Constitution européenne. Encore ne s'agit-il que des suffrages exprimés. Mais ce qui est intéressant, c'est de parler des électeurs inscrits. Parce que quand il s'agit d'une décision aussi fondamentale que de faire disparaître son propre pays et de fusionner avec 26 pays alentours, ça ne peut marcher, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, tous les sociologues en conviennent, ça ne peut marcher qu'à la condition qu'il y ait un soutien écrasant de la population à un tel processus. Lorsque, par exemple, le mur de Berlin s'est effondré, il y a eu un soutien écrasant de la population ouest-allemande pour faire rentrer les Allemands de l'Est dans une Allemagne réunifiée. Des millions d'Allemands sont descendus dans les rues, de part et d'autre. Il y avait un soutien sociologiquement écrasant. Alors que ce processus d'unification du continent européen, il n'y a jamais eu même 100 personnes qui sont descendues dans la rue pour se réjouir de l'entrée de la Lettonie dans l'Union européenne. Donc pour mesurer quelle est non pas la légitimité juridique, mais quelle est la légitimité sociologique du processus, il est intéressant de regarder le pourcentage du oui au niveau des électeurs inscrits. Et voilà ce que donne ce pourcentage. On s'aperçoit qu'en 1972, où il y avait une très forte abstention, l'élargissement de la CEE avait été voté par 36,4% des électeurs inscrits, en 1992 par 34,4%, et là le chiffre a sauté aussi, mais en 2005, 30,6% des électeurs. Ça veut donc dire qu'en 2005, 70% des électeurs français ont refusé d'aller voter oui ou bien sont allés voter non. Ça veut donc dire que le processus en cours repose sur une base sociologique extrêmement faible. D'autant plus faible d'ailleurs que les gens qui ont voté oui à la Constitution européenne en 2005, une grande partie d'entre eux ont voté oui, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec une citation de M. Sarkozy, en croyant que la Constitution européenne allait profondément changer le système et améliorer les choses. Donc le processus en cours, et là on est dans un cours de sciences politiques, le processus de la construction européenne repose sur une tête d'épingle. Le soutien sociologique à cette affaire peut être estimé, en tout cas moi je l'estime, à moins de 10%. Ceux qui sont réellement d'accord avec le processus en cours, puisque ceux qui ont voté oui, beaucoup de gens qui ont voté oui, en réalité pensaient que ça allait améliorer les choses. Alors, nous voici arrivés à mon deuxième chapitre. Ce sont les promesses d'autre Europe. Si le processus déplaît à ce point aux Français, eh bien, c'est qu'il y a un problème, et un problème que les responsables politiques de tous les bords ont bien perçu, et ces responsables politiques proposent aux Français une autre Europe. Mais de qui se moque-t-on? Il y a 32 ans, pour les élections européennes au Parlement européen de 1979, le Parti socialiste avait sorti cette affiche nationale. Le slogan du Parti socialiste, c'était « Changer l'Europe ». C'était il y a 32 ans.
Il y a 14 ans, M. Jospin prend ses fonctions de Premier ministre du gouvernement après la dissolution organisée par M. Chirac et M. de Villepin, en 1997. Ça amène une nouvelle majorité au pouvoir. Et M. Jospin dit, il y a 14 ans, il faut changer d'Europe et mettre en œuvre une politique économique et monétaire au service de la croissance et de l'emploi pour une Europe plus démocratique, plus sociale, plus respectueuse de l'environnement. C'était son discours le 12 juin 1997, au moment de la formation du gouvernement. Notez bien qu'il devenait Premier ministre. Il avait donc des pouvoirs a priori qui excédaient de très loin les vôtres et les miens. Qu'est-ce qu'il a donc fait pour changer d'Europe puisqu'il était au gouvernement? Il y a 11 ans, le président de la République de l'époque, M. Chirac, a fait cette déclaration au moment où la France a pris la présidence tournante de l'Union européenne. Nous voulons une Europe plus efficace, une Europe plus démocratique, une Europe plus proche des problèmes qui concernent l'ensemble des Européens, notamment ceux qui touchent au travail, c'est-à-dire à l'emploi, ceux qui touchent à la sécurité extérieure, mais aussi intérieure, et je pense à la lutte nécessaire contre le terrorisme. Il nous faut construire une Europe plus proche des citoyens. Discours du président de la République française le 4 juillet 2000 devant le Parlement européen à Strasbourg. Il y a 11 ans également, toute une série de mouvements de gauche et d'extrême gauche, très nombreux, Attaque, la Confédération paysanne, la FSU, les alternatifs, Agir contre le chômage, le Parti communiste français, la LCR, l'écologie Les Verts, la CFDT, j'en passe, et des meilleurs, ont co-signé un collectif, enfin un texte, dans le cadre d'un collectif pour une autre Europe, qui a été publié à l'occasion du sommet européen de Nice de décembre 2000, qui a abouti au traité de Nice. Et donc voici ce qu'écrivaient il y a 11 ans tous ces mouvements, tandis que les gouvernements construisent sans les citoyens et contre eux une Europe dominée par la logique néolibérale, une autre Europe se dessine à travers les luttes des sans domicile, sans travail, sans revenus, sans papier, sans droit, les mobilisations citoyennes, les luttes des salariés ES, les luttes des femmes contre les violences et la pauvreté. Il est possible de construire une autre Europe dans un autre monde. Cette Europe doit se faire entendre à Nice. Donc ça, c'est l'ensemble de la nébuleuse d'extrême gauche en France, ou de gauche, ou des Verts, qui appelaient à construire une autre Europe il y a 11 ans. Il y a 10 ans, M. Chevènement, le président du mouvement républicain et citoyen, que l'on présente souvent dans la presse comme quelqu'un d'eurocritique, a fait ce discours à l'Assemblée nationale le 3 octobre 2001. Il est temps, Monsieur le Premier ministre, d'organiser le retour de l'État républicain et de faire en sorte que la France pèse à Bruxelles. Notez bien cette formule, de faire en sorte que la France pèse à Bruxelles. On va voir pourquoi pourquoi on ne peut pas faire en sorte. Ça, c'est ce que je dirais, du yaka faucon. Pour qu'une réponse, si possible, coordonnée, soit apportée à la crise qui vient, nous avons besoin d'une autre Europe. C'était il y a 10 ans. Il y a 8 ans, M. Bayrou nous fait part de ses réflexions sur le sujet. Tout le monde voit bien qu'il faut changer d'Europe, et le sommet de Bruxelles vendredi montre à l'évidence qu'une certaine Europe, c'est fini. Il faut en bâtir une autre, enfin digne de ce nom, c'est-à-dire un jour capable, elle aussi, de faire preuve de la puissance dont les Américains font preuve sur le terrain. C'est une dépêche AFP du 25 mars 2003 de 15h12, intitulée « François Bayrou, il faut changer d'Europe ». Il y a 8 ans, Madame Buffet, qui était donc à la tête du Parti communiste français, nous a fait part de ses réflexions. Les communistes ne veulent pas être pris pour des anti-européens et ils affirment leur volonté de construire une autre Europe. Nous ne devons pas céder à la facilité du rejet ou de l'abandon de l'Europe parce que nous rejetons sa construction actuelle. La question d'une autre Europe est bien essentielle dans le projet communiste. Dépêche AFP du 27 juin 2003, 17h44. Il y a 6 ans, les Verts ont appelé les Français à voter oui au référendum du 29 mai 2005 avec cette affiche nationale que je vous laisse lire. Pour qu'une autre Europe soit possible, il faut voter oui. Il y a 6 ans, M. Nicolas Sarkozy, à l'époque à la tête de l'UMP, a fait cette déclaration assez extraordinaire. En fait, c'était une déclaration en off, comme on dit, qui a été trahie par Thomas Lebègue dans Libération du 22 avril 2005. « Si vous votez non, ça ne vous fera même pas plaisir », a dit M. Sarkozy. Comme je le dis souvent, c'est pas vrai, moi ça m'a fait très plaisir.
Vous allez garder l'Europe telle qu'elle est, vous allez garder l'Europe telle qu'elle est, et vous allez continuer à mourir. C'est quand même incroyable. Alors, votez oui, de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Vous voyez que c'est un menteur. Parce qu'on est en 2011, 6 ans après, c'est bien pire encore qu'en 2005. Tout est en train de s'effondrer. Vous voulez changer d'Europe, votez oui. Vous voyez donc que beaucoup de gens ont voté oui au motif qu'ils pensaient que ça allait tout améliorer. Hein, c'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, le soutien sociologique à la construction européenne est extrêmement faible en France. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans également, M. Besancenot de la LCR nous fait cette déclaration après la victoire du non au référendum. C'est un encouragement formidable pour les forces nombreuses qui, elles aussi, pensent qu'une autre Europe est possible, à condition de défaire cette Europe libérale et capitaliste. À nous qui venons de refuser cette Constitution, de proposer des initiatives européennes dessinant une autre Europe. Vous vous rappelez la citation au moment du traité de Nice de 2000, il était question déjà de dessiner une autre Europe. Vous voyez que c'était il y a 11 ans, 5 ans après, et on était toujours à commencer le dessin. Et actuellement, d'ailleurs vous verrez qu'en 2012, M. Besancenot fera des déclarations en disant qu'il faut dessiner une autre Europe. L'extrême gauche aime bien les dessins. Il y a 5 ans, M. Le Pen dit « On m'accuse d'être contre l'Europe. C'est absurde. La France est la plus vieille nation d'Europe. Mais je ne suis pas pour n'importe quelle Europe. C'est l'Europe des patries que nous voulons. » Et M. Gollnisch, qui est l'adjoint de M. Le Pen, précise, toujours dans cette dépêche AFP du 16 juin 2006 intitulée « Le Front National cherche à nuancer son discours sur l'Europe », M. Gollnisch précise « Si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro, et encore moins de l'Europe. Mais il proposera en échange de récupérer des pouvoirs fondamentaux en matière fiscale ou en matière de frontières. » Il proposera. Ça me permet au passage de faire une petite incidente que je crois très importante, c'est que contrairement à ce que l'on croit, à ce que beaucoup de gens croient, le Front National, comme tous les mouvements souverainistes ou eurocritiques français, je pense en particulier au Rassemblement pour la France, l'ex-Rassemblement pour la France de M. Pasqua, auquel j'ai appartenu et dont j'ai claqué la porte justement pour cette raison. Debout la République de M. Dupont-Aignan, le mouvement républicain et citoyen de M. Chevènement, le parti de gauche de M. Mélenchon, eh bien, aucun de ces partis n'a jamais proposé dans ses documents électoraux de faire sortir la France de la prétendue construction européenne. Je vous mets au défi de m'en montrer une profession de foi qui le montre. Et même actuellement, les médias, pour des raisons qu'on aura l'occasion peut-être d'évoquer tout à l'heure, font mousser Mme Le Pen d'une façon extraordinaire. Eh bien, Mme Le Pen a dit qu'il fallait prendre ses distances avec cette Europe de Bruxelles, etc. Allez sur le site du Front National, vous verrez qu'il y a tout et son contraire sur le site de ce mouvement politique comme sur les autres. Il y a 2 ans, au moment des élections européennes, en juin 2009, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, voici le tract national qui a été tiré à 30 ou 40 millions d'exemplaires par l'UMP. La proposition, ça c'était la proposition, comment dirais-je, le formulaire, enfin, qui a été envoyé donc à tous les secteurs, l'Europe doit changer, une autre Europe est possible. En fait, ils disent tous la même chose. Hein. Ils disent tous exactement le même slogan. On se demande d'ailleurs pourquoi les électeurs votent pour l'un ou plutôt que pour l'autre. Là, c'est peut-être le plus beau. C'était toujours il y a 2 ans, M. Harlem Désir, qui présidait, enfin qui pilotait, qui était tête de liste de la liste du Parti socialiste pour l'Île-de-France, a fait donc des meetings, et là on le voit, le slogan du Parti socialiste, c'était « Changer l'Europe.fr ». Ils avaient même créé un site Internet. Alors, c'est là où il y a quand même un moment où il faut se pincer pour le croire. Rappelez-vous ce que je vous ai montré auparavant, en 1979. C'est-à-dire que le Parti socialiste, qui manque quand même d'imagination, à 30 ans de distance, fait exactement le même slogan, alors qu'entre-temps, il a été 14 ans à l'Élysée. M. Mitterrand a été à l'Élysée de 1981 à 1995. Et qu'entre-temps, il y a eu, en plus de ça, des gouvernements socialistes. On se paye votre tête. On se fout de votre gueule, quoi, en gros. Alors, bref, conclusion. La voix du peuple est pour une autre Europe. Monsieur de Villiers, changeons d'Europe. Rouge, une autre Europe est possible. Le Parti communiste, oui, à une autre Europe. Monsieur Dupont-Aignan, changeons cette Europe.
le front de gauche de M. Mélenchon pour changer d'Europe, eh bien, depuis 54 ans, tous ces beaux projets d'autre Europe sont lancés comme des os à ronger aux Français pour qu'ils prennent patience, et ils ne sont jamais suivis d'effet. Alors, ils veulent tous une autre Europe. Ils ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux sur ce qu'elle doit être. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas, alors qu'ils ont été à la tête de la France depuis des décennies. Et pourquoi l'Europe est-elle comme elle est, et n'est-elle pas comme ils le souhaiteraient, chacun souhaitant une autre Europe d'ailleurs différente. Donc nous arrivons ainsi à notre troisième chapitre. Pourquoi ne peut-il pas y avoir d'autre Europe? Parce qu'au bout de 54 ans, il faut tirer les conclusions. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Alors on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, et je voudrais rappeler ici, là on va faire de la géopolitique, je voudrais rappeler ici ce qu'est le monde vu par les États-Unis d'Amérique. Si vous prenez un billet de 1 $, il figure sur l'avers M. George Washington. George Washington, dont je vous signale, je vous rappelle au passage qu'il est mort en 1799, en décembre 1799, il avait 300 esclaves noirs dans sa propriété. Je dis ça parce que, vous savez, on a empêché les Français de fêter Austerlitz au motif que, paraît-il, Napoléon aurait, ce qui est vrai, rétabli l'esclavage dans les îles à sucre. C'est vrai que c'était pas bien, mais personne jamais ne tique sur le fait que les États-Unis d'Amérique portent comme nom de capitale et comme nom d'un État quelqu'un qui était un esclavagiste. George Washington, sur tous les billets de 1 $, et au verso, il y a cette formule qui est intéressante, qui est « In God we trust ». Ça veut dire « nous croyons en Dieu ». C'est un mélange des genres entre l'argent et la croyance religieuse. Mais ce qui est intéressant également sur ces versos de ces billets qui circulent par centaines de milliards à travers l'univers, eh bien, c'est le sceau qui figure sur tous les billets de dollars. Sur ce sceau, vous voyez une pyramide avec un œil dans un triangle. C'est un symbole maçonnique. Vous savez que la Révolution américaine a été empreinte de valeurs franc-maçonnes, comme ça a été le cas de la Révolution française. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est ce qu'il y a écrit en dessous, dans cette petite banderole, « Novus Ordo Seclorum ». Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles. Alors je crois que c'est intéressant, puisque justement la thématique de ce cours, c'est justement sur le nouvel ordre mondial. Voici un sujet intéressant. Voici un pays qui, dès la fin du XVIIIe siècle, alors qu'il n'y avait que quelques millions d'habitants, prétend détenir la clé du nouvel ordre des siècles. L'Amérique estime avoir vocation à fixer un nouvel ordre mondial. C'est une pensée typiquement impériale. Alors ceci m'amène à parler de cet article que je cite dans toutes mes conférences et qui me permet d'entrer dans le vif du sujet. C'est un article qui a été publié dans le journal britannique Daily Telegraph, qui est un des meilleurs journaux du monde. C'est en tout cas The Britain's Biggest Selling Quality Daily, le quotidien de qualité le plus vendu au Royaume-Uni. Vous savez que les Britanniques, on porte une grande attention aux journaux, aux quotidiens. Et le 19 septembre 2000, ceux que ça intéresse pourront se reporter, pourront m'écrire éventuellement, on pourra leur faire passer l'extrait, enfin l'article lui-même, et d'ailleurs vous tapez 19 septembre 2000, vous le trouverez sur Internet. Eh bien, il y a eu un article qui constitue une révélation fondamentale et qui a été caché aux Français. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez que l'administration américaine, tenue par la loi américaine, est obligée de rendre publics les documents confidentiels défense du ministère des Affaires étrangères américain après une période de 40 années. Et donc, à l'été 2000, l'administration Clinton, tenue par la loi américaine, a donc rendu publics les documents confidentiels défense des années du 1er janvier 1950 jusqu'au 31 décembre 1969 du département d'État. Et le Daily Telegraph, qui a un des plus grands journalistes britanniques et donc mondiaux vivant actuellement, qui est un vrai journaliste d'investigation,
qui n'est pas un plumitif comme la plupart des journaux français qui sont des journalistes aux ordres, lui, il est allé voir et il a rendu compte à ses lecteurs. Il s'appelle Ambrose Evans Pritchard, et voilà ce qu'il a écrit. Il est allé voir les documents déclassifiés, et il écrit « Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Reitinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé, comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, c'est-à-dire American Committee for United Europe, le comité américain pour une Europe unie, provenait des fondations Ford et Rockefeller. Ce sont les méthodes habituelles des États-Unis. Ils ne font pas des chèques signés CIA. C'était par Ford et Rockefeller. Actuellement, on le sait, ça passe par Ford, Rockefeller, mais ça passe aussi et surtout Microsoft, PricewaterhouseCoopers, General Electric, etc. Aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Et regardez ce passage extraordinaire. Une note émanant de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, ce qu'on appelait la CE à l'époque, avant Maastricht, depuis Maastricht, ça s'appelle l'Union européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui conseillaient aux dirigeants de la CE de poursuivre de façon secrète l'objectif d'une monnaie unique européenne. Et cette note précise, cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Et là, vous comprenez vraiment exactement ce qui se passe dans la France contemporaine depuis maintenant des décennies. On empêche tout vrai débat. Pour ça, je suis particulièrement heureux de parler ici devant vous, dans un cénacle universitaire, parce que la grande tradition occidentale, c'est justement d'avoir les vrais débats et de refuser les pensées précontraintes et le dogme. Eh bien ça, cette note recommandait déjà à l'époque d'empêcher tout débat. Nous savons donc maintenant à quoi nous en tenir. Non pas, c'est pas du conspirationnisme, c'est pas des on-dit, ce sont des documents déclassifiés, rendus publics. Donc ce ne sont plus des hypothèses, ce sont des certitudes. Voici les pères fondateurs de la belle idée européenne. Monsieur Robert Schuman. Monsieur Robert Schuman, pour ceux que ça intéresse, je leur conseille de se reporter sur le site UPR où ils trouveront un de mes dossiers sur la vraie personnalité de Robert Schuman, qui est présenté actuellement comme un saint laïque. C'était pas un petit saint, Robert Schuman. Robert Schuman, outre qu'il a été député sous la Troisième République, en 1939, à Vichy, il a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il a signé la fin, la mort de la Troisième République. C'est pas grandiose. Moins grandiose encore, il a été ministre du premier gouvernement Pétain à Vichy. Moins grandiose encore, sans aucun mandat, il est allé rencontrer les nazis dans la ville de Metz, dont il était quasiment originaire, pour aller négocier on ne sait pas trop quoi. En tout cas, en 1944, André Diethelm, qui était le ministre de la Défense du général de Gaulle, avait dit on sait très bien à quoi s'en tenir, c'est un collabo. Et donc, M. Schuman a été frappé d'indignité nationale, a failli être frappé d'une mesure dite d'indignité nationale qui l'aurait rendu inéligible jusqu'à la fin des temps. Il s'était d'ailleurs caché dans des couvents en 1944 au moment de l'arrivée des Alliés. Finalement, c'est Charles de Gaulle qui intervint pour lever cette condamnation à la demande du Vatican de Pie XII, puisque Robert Schuman faisait partie des démocrates chrétiens et du MRP. Et au lieu de jouer profil bas, bien pas du tout, il s'est remis sur le devant de la scène et il a été 10 fois ministre des Affaires étrangères sous la 4e République. Nous savons maintenant, depuis le Daily Telegraph du 19 septembre 2000, qu'il était traité comme un employé par ses parrains américains. On sait également, par des recherches historiques serrées, que la fameuse déclaration Schuman n'a pas été écrite par Robert Schuman. Elle est née dans les services de Dean Acheson, du secrétaire d'État américain de l'époque, et rédigée, transmise en tout cas, par Jean Monnet à Robert Schuman.
Jean Monnet, qui, lui, nous n'avons pas les mêmes certitudes officielles sur son appartenance ou son financement par la CIA, mais en tout cas, ce que nous savons, c'est qu'il a passé la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, qu'il a été le délégué de Roosevelt auprès du général Giraud à Alger pour tenter de barrer la route à De Gaulle et favoriser les anciens vichistes ralliés aux Alliés. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais il faut savoir que Roosevelt avait décidé que la France libérée, à partir de 1944, serait dirigée par Pétain et Laval. C'est la réalité. Et donc, c'est une histoire qui est évidemment secrète, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais relisez les mémoires de guerre de De Gaulle. Et De Gaulle disait de Jean Monnet que c'était un malade avant tout soucieux de servir les Américains. C'est dans le livre « C'était De Gaulle », ce sont les confidences de Gaulle à Perfit, paru chez Fayard en 1997, tome 2, page 214, pour les amateurs de précision. Nous savons donc que le Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, qui était un chrétien-démocrate, lui aussi était financé par la CIA. Nous savons que le mouvement européen, du moins jusqu'au 31 décembre 1969, était financé par la CIA. Et depuis, le mouvement européen continue d'exister. Il a appelé à voter oui à la Constitution européenne. Quelles sont les sources de financement du mouvement européen? On aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Sachez quand même que ce mouvement européen en France, il a des branches dans tous les pays d'Europe, est présidé par Mme Sylvie Goulard en France. Le vice-président de ce mouvement européen est M. Daniel Cohn-Bendit. Alors, en réalité, ces informations que je vous délivre, ces documents déclassifiés, n'ont en réalité pas appris grand-chose aux gens qui simplement s'intéressent à l'histoire et aux déclarations officielles. Parce que quand il suffit d'ailleurs de lire ce que disent les dirigeants américains depuis des décennies pour avoir déjà son opinion sur la question. Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? Qui est-ce qui a dit « rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération ». La personne qui a dit ça, c'est le général Dwight Eisenhower, américain, qui était à l'époque le commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe, qui fut élu président des États-Unis l'année suivante, puisque cette déclaration, il l'a faite dans Paris Match du 27 octobre 1951, c'est le Paris Match numéro 136, page 18. Et ceux d'entre vous qui aiment la précision, comme moi, eh bien, vous allez sur eBay, vous tapez Match numéro 136, 1951, vous le trouverez, ça circule. Vous trouverez ça, vous achèterez ça quelques euros et vous lirez directement la longue interview de M. Eisenhower qui précisait dans cette interview aucune décision ne pourrait mieux nous aider, ne pourrait mieux aider les États-Unis dans la tâche que nous poursuivons. Aucune décision ne pourrait plus aider les États-Unis qu'une constitution européenne. Qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Qui a dit « je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie ». Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. Et la personne qui a dit ça, c'est un autre président des États-Unis, le président Clinton, en visite à Ankara, la capitale turque, le 15 novembre 1999, à l'issue de son entretien avec le président turc Süleyman Demirel, que l'on voit ici, qui est mort depuis, et le président turc qui fait une espèce de présentation géopolitique de la mer Égée. C'est une dépêche, donc, du 15 novembre 1999, 15h35. Et le président Clinton disant « je continuerai à m'en faire l'avocat ». Il est extraordinaire de voir le degré d'asservissement des pays de l'Union européenne qui, devant une ingérence aussi manifeste dans des affaires qui ne concernent pas qui ne devraient pas concerner les États-Unis, n'ont pas réagi. Qu'est-ce que diraient les États-Unis si un président de la République française, je ne parle pas de l'actuel, mais si un président de la République française allait au Mexique ou à Cuba ou au Venezuela et tapait du poing sur la table en disant « je veux que le Mexique ou que le Venezuela entre dans les États-Unis d'Amérique ». Le gouvernement de Washington rappellerait son ambassadeur à Paris immédiatement. Nous aurions une crise diplomatique majeure et les États-Unis diraient, à juste titre, que ce n'est pas l'affaire des Français. Donc vous voyez à quel point nous sommes dans un système d'asservissement intériorisé de la part des pays de l'Union européenne. D'ailleurs,
qui, dans la même veine, a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Qui est-ce qui a dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire, et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux, doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Et la personne qui a dit ça, c'est encore un président des États-Unis, c'est le président George W. Bush, dans son discours à l'Université de Varsovie le 15 juin 2001, où il précise « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Il dévoile au passage le poteau rose. L'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne, c'est la même chose. D'ailleurs, tous les nouveaux États de l'Est qui sont entrés dans l'Union européenne ont tous dû entrer d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. Et là aussi, aucun des États membres de l'Union européenne n'a protesté devant cette ingérence plus que grossière, publique, dans un discours public, de cette ingérence sur les affaires intérieures des États d'Europe. Et puis enfin, qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005? Qui a dit « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement, ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante ». La personne qui a dit ça, c'est également un officiel américain, c'est Madame Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine, interrogée en pleine campagne électorale française. Sur le référendum en France, elle était à Vilnius, la capitale de la Lituanie. On la voit ici avec le président Valdas Adamkus. C'était le 21 avril 2005. Appelant donc les Français à voter oui. Alors il y a une question fondamentale qu'il faut se poser. Et là, on est au cœur du débat, on est au cœur de la stratégie, on est au cœur de la géopolitique mondiale. Pourquoi donc les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne? Parce que si j'ouvre les oreilles, si j'en crois ce que l'on raconte aux enfants des écoles, on explique que la construction européenne a vocation à s'opposer aux États-Unis, à faire contrepoids. Donc il est quand même singulier que les États-Unis poussent à la construction de quelque chose qui a vocation à s'opposer à eux. Je note d'ailleurs qu'il y a 305 millions d'habitants aux États-Unis, que nous en sommes à 500 millions en Union européenne et que les États-Unis poussent à l'entrée de la Turquie, ce qui ferait passer l'Union européenne à 580 millions, poussent à l'entrée de la Croatie, poussent à l'entrée de la Macédoine, poussent à l'entrée de la Bosnie-Herzégovine, poussent à l'entrée de l'Ukraine, etc. Donc poussent à la constitution de quelque chose qui sera bientôt deux fois et demi plus volumineux qu'eux-mêmes. C'est quand même bizarre. La question est intéressante, la réponse ne l'est pas moins. La réponse, en tout cas celle que je vous propose, elle est à la fois très simple et un peu sophistiquée. C'est parce que la construction européenne est la mise en œuvre d'un stratagème classique chinois de l'art de la guerre, étudié dans toutes les écoles de guerre, y compris aux États-Unis, qui s'appelle le stratagème des chaînes. Il faut savoir que les Chinois, depuis des millénaires, sont des champions de la stratégie, et que leurs traités de stratégie, leurs ruses, sont étudiés partout sur la planète. On connaît Sun Tzu, qui vivait en moins 500 avant Jésus-Christ, à peu près à la même époque que Confucius, Lao Tse, Socrate, etc., et Bouddha, et qui a écrit un manuel qui est traduit en français sous le nom de l'art de la guerre. On connaît moins un autre manuel qui est tout à fait intéressant, dont on ne sait pas qui l'a écrit, on sait simplement qu'il est apparu sous la dynastie Ming vers environ les années 1450, et qui s'appelle « Les 36 stratagèmes ». Les 36 stratagèmes, manuel secret de l'art de la guerre, qui a été interdit de publication sous Mao, qui voulait se réserver les 36 stratagèmes en question, et puis qui ensuite a été publié dans les langues occidentales. Alors ce qui est intéressant dans ces 36 stratagèmes, c'est celui que je vous propose, Lian Huanxie, le stratagème des chaînes. C'est quoi cette idée? Le stratagème des chaînes, c'est le 35e des 36 stratagèmes classiques de l'art chinois de la guerre définis sous la dynastie Ming. Il consiste à pousser l'ennemi à s'entraver lui-même dans des liens absurdes et autobloquants qui lui ôtent toute mobilité stratégique et tactique et qui l'empêchent de pouvoir se défendre. Alors on va essayer de prendre un exemple qui n'est pas celui du 36 stratagèmes. Dans les 36 stratagèmes, l'exemple pris, ce sont des bateaux que l'on fait se lier les uns à côté des autres et qui perdent toute mobilité. Et là, c'est tout à fait autre chose. Et voici la métaphore que je vous propose.
Le propriétaire d'une maison individuelle, il est seul maître chez lui. Lorsqu'il veut, s'il décide de repeindre ses volets, de changer sa toiture, de changer la couleur du hall d'entrée, il le fait quand il veut, s'il le veut. Il suffit d'en décider. Maintenant, s'il est propriétaire non pas d'une maison individuelle, mais d'un appartement dans une copropriété de 6 appartements, à ce moment-là, il ne peut plus décider ce qu'il veut quand il veut. S'il veut, par exemple, refaire la cage d'escalier ou le hall d'entrée, il est obligé de négocier avec les 5 autres copropriétaires. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, il est en général assez rare que tout le monde s'entende bien sur tous les sujets. Donc, par exemple, son voisin d'à côté ou sa voisine du dessus ne sera pas d'accord, ne voudra pas consacrer d'argent à ça, ou préférera une autre couleur. Le résultat, c'est que tout va devenir très compliqué, ralenti, et qu'il va falloir se tourner vers une personnalité juridique extérieure à l'immeuble, prévue par la loi, qui s'appelle le syndic, et qui est celui qui va faire apparaître la loi de la majorité parmi les copropriétaires. Mais si maintenant, au lieu d'être dans un immeuble à 6, on est copropriétaire dans un immeuble à 27, à ce moment-là, on ne peut plus rien décider de tout. Parce que les 27 ont tous des avis différents, ça devient totalement ingérable, et dans ce cas, c'est le syndic extérieur qui va décider de tout. Alors regardons si ça marche, mais ayez bien à l'esprit d'ores et déjà que ma métaphore, vous l'avez compris, c'est premièrement la maison individuelle, un pays indépendant et souverain, la petite copropriété, l'Europe D6, la grande copropriété, l'Europe A27. Comme je le souligne dans mes conférences, il est amusant de voir le génie de la langue française, puisque inconsciemment les Français ont déjà qualifié la chose. L'Europe D6, ça voulait dire qu'on était encore un peu maître de ce qui se passait. L'Europe A27, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous a été attribué, et quelque chose à laquelle, en réalité, on ne comprend plus rien. Alors comment ça marche? Pourquoi est-ce que c'est un système... Enfin, comment ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que c'est un système auto-bloquant? Parce que plus il y a de monde, et plus les intérêts contradictoires se multiplient, et plus cela bloque toute décision. Par exemple, le propriétaire du rez-de-chaussée dans un immeuble veut que l'on change la porte d'entrée qui refroidit le hall, ce à quoi se refusent les propriétaires des étages supérieurs. Le propriétaire du 2e étage se plaint des odeurs du vide-ordures. Le propriétaire du 4e étage a des problèmes de canalisation. Les propriétaires des étages supérieurs veulent rénover l'ascenseur, parce qu'ils l'utilisent tous les jours, ce à quoi se refusent les propriétaires du rez-de-chaussée et du 1er étage qui ne prennent jamais l'ascenseur. Et puis le propriétaire du dernier étage veut que l'on rénove toute la terrasse, qui lui procure des infiltrations d'eau, ce que refusent tous les autres copropriétaires. Donc dans ces conditions, bien, comment est-ce que ça marche? Eh bien, il faut qu'il y ait un syndic extérieur à l'immeuble qui doit tout trancher et qui décide de tout. Alors maintenant, eh bien maintenant, vous avez compris toute la géopolitique américaine en Europe. Il vous suffit tout simplement de remplacer la copropriété à 27 par une union à 27. Et vous avez exactement le même processus. La France veut, tel le propriétaire du rez-de-chaussée, la France veut une monnaie pas trop forte, veut une Europe française, veut une Europe qui protège les acquis sociaux et la politique agricole. La France veut une Europe qui protège les services publics. La France veut une Europe où l'on parle le français, une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine, une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Tout ça, c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que disent d'ailleurs les hommes politiques qui se présentent devant vos suffrages en disant « je veux une autre Europe, une Europe solidaire, une Europe qui maintienne les services publics, une Europe sociale ». Le problème, c'est que ça, c'est pas du tout ce que veulent les autres. Le problème, c'est que le Royaume-Uni veut tout le contraire. Le Royaume-Uni veut démanteler la politique agricole commune. Le Royaume-Uni, qui est le pays du libéralisme, ne veut surtout pas développer les services publics. Le poids des prélèvements obligatoires au Royaume-Uni est très inférieur à ce qu'il est dans la moyenne des autres États d'Europe. Le Royaume-Uni veut une alliance étroite avec les États-Unis dans tous les domaines. L'Allemagne, elle veut une monnaie forte, elle ne veut pas une monnaie moyenne et faible comme les Français, parce que nous, on a besoin, pour assurer la compétitivité externe de notre économie, j'en ai parlé dans des conférences sur l'euro, la France a besoin d'une monnaie qui soit relativement faible.
L'Allemagne, depuis 1923, a la hantise d'une monnaie qui se désintègre, donc l'Allemagne veut une monnaie forte. L'Allemagne, je vais en parler dans un instant, veut une alliance stratégique avec les États-Unis. L'Allemagne veut des liens très étroits avec l'Europe centrale, puisque les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, les Hongrois, les pays baltes parlent de façon relativement importante la langue allemande. Les pays de l'Est, quant à eux, veulent une protection militaire américaine contre la menace russe. Ils refusent toute harmonisation sociale et fiscale avec les pays riches de l'Ouest pour mieux les concurrencer. Le Luxembourg refuse la lutte contre les paradis fiscaux qui assurent son bien-être. Quant à Malte, Chypre et la Grèce, qui est le pays des armateurs de navires, ils ne veulent jamais de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime. On se retrouve donc devant une situation où tout le monde tire à hue et à dia. C'est le syndic extérieur à l'Europe des 27 qui décide de tout. Quel est ce syndic? Quelle est la grande puissance extérieure qui peut mettre tout le monde d'accord, ou du moins une majorité des États d'Europe? Eh bien non, ça n'est pas la Tanzanie, ça n'est pas le Japon, ça n'est pas le Paraguay. C'est un pays qui est la première puissance mondiale derrière laquelle une majorité de nos partenaires s'alignent, ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors il y avait jadis en France un chef d'État qui avait tout compris, qui s'appelait Charles de Gaulle, et qui, dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, a dit exactement ceci. On nous dit, fondons ensemble les 6 États dans une entité supranationale. Ainsi, ce sera très simple et très pratique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement, quand bien même on aurait 6 signatures au bas d'un papier. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui, lui, en aurait une politique. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Peut-être est-ce cela qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tel ou tel partisan de l'intégration de l'Europe, alors il vaudrait mieux le dire. Cette déclaration de De Gaulle est assez extraordinaire à beaucoup d'égards. D'abord parce que c'est une conférence de presse du 15 mai 1962. L'affaire algérienne avait été réglée avec les accords d'Évian en avril 1962. Ça veut donc dire que dès que l'affaire algérienne a été réglée, plus ou moins bien, De Gaulle est passé à un autre sujet qui est celui de la construction européenne. Deuxièmement, en 1962, c'était l'Europe des 6. Et je vais y revenir dans un instant, la France avait une place géopolitique considérable. On en était encore aux prémices. Et donc De Gaulle, dès cette période, avait compris quel était le stratagème qu'il y avait derrière. Et puis ce qui est intéressant également de savoir, c'est que les 5 ministres MRP du gouvernement, cette conférence a fait un scandale mondial. Tout le monde a compris que le fédérateur dont parlait De Gaulle, c'était les États-Unis. Les 5 ministres du MRP du gouvernement ont démissionné du gouvernement le soir même. Et De Gaulle s'est retrouvé, ça c'est quelque chose que les gens oublient quand on parle, je vais en parler d'ailleurs dans un instant, de la politique européenne de Gaulle. C'est que De Gaulle n'était pas un dictateur ni un tyran. Comme les communistes lui refusaient leur soutien, il avait besoin, et que les gaullistes ne représentaient que 35% des députés, De Gaulle avait besoin d'avoir une coalition. Et dans cette coalition, il y avait les MRP qui étaient ultra-européistes. D'où cette politique de Gaulle que l'on va examiner dans un instant, qui est une politique qui, en permanence, a essayé de concilier l'inconciliable. D'une part, ne pas se présenter comme hostile à la construction européenne parce que sinon il n'avait pas de majorité, et d'autre part, à chaque fois que la souveraineté ou l'indépendance de la France était en jeu, casser le processus. Alors, comment la stratégie américaine fonctionne-t-elle concrètement? Je vous ai montré comment elle fonctionne de façon stratégique. Maintenant, au concret,